Que signifie la vie pour nous, gens ordinaires? La plupart du temps, nous imaginons soit un être humain, soit quelque chose qui lui ressemble, ce qu'on appelle des humanoïdes. La vie, c'est aussi les arbres, les animaux, les habitants de l'océan et nos plantes d'intérieur. De plus, en ce moment même, la vie foisonne littéralement sur votre paume. C'est un microcosme, invisible pour nous mais pourtant bien réel. Parfois, il se rappelle à nous par un rhume, une toux et d'autres maladies causées par des virus et des bactéries. Il est logique de supposer qu'une vie extraterrestre existe aussi. Cette fois, nous n'irons pas loin dans l'univers, mais nous allons jeter un œil à notre propre système solaire. La première planète qui vient à l'esprit dans ce contexte, c'est évidemment Mars. Mais laissons-la de côté pour l'instant, il vaut mieux attendre que commence la colonisation de la Crimée. Les planètes rouges qu'amondent. En termes de découverte de la vie, il serait intéressant d'observer les satellites de Jupiter, surtout ceux découverts par Galilée, notamment Io, Europe, Ganymède et Callisto. Il est très probable qu'il n'y ait pas de vie sur le géant gazeux lui-même, les conditions y sont bien trop infernales, et l'absence de surface solide n'inspire pas vraiment l'optimisme. En revanche, les 4 satellites mentionnés sont de véritables bases potentielles pour l'apparition de la vie sous différentes formes. Premièrement, toutes les corps célestes mentionnés ont une forme sphérique et leurs dimensions sont proches de celles de notre Lune ou de Mercure. Deuxièmement, ils orbitent autour d'une étoile ratée. Jupiter et son entourage sont souvent appelés un système solaire en miniature, car il transmet une grande partie de la chaleur accumulée à ses satellites, bien que le niveau de radiation y soit monstrueux. Troisièmement, excluons immédiatement Io de la liste des candidats à la recherche de la vie et nous allons nous concentrer sur Callisto, Europe et Ganymède. Parce que, sous la croûte glacée de ces objets, les scientifiques soupçonnent depuis longtemps la présence d'un océan chaud. Revenons aux doses mortelles de radiation généreusement distribuées par Jupiter à ses objets voisins. Peuvent-elles empêcher la vie d'apparaître sur les satellites ? Elle ne pénétrera pas dans les océans sous-glaciaires car ils se trouvent sous des dizaines de kilomètres de croûte de glace. Ils ne craignent pas non plus les météorites qui tombent parfois à la surface des corps célestes. Enfin, l'épaisse croûte constitue un excellent moyen d'isolation thermique. Ainsi, il s'avère que les satellites galiléens de Jupiter sont une cible tout à fait logique pour la recherche de vie extraterrestre. À l'avenir, une mission est prévue pour mieux éclairer les caractéristiques de ces corps célestes, ainsi que les conditions présentes à leur surface et même sous leur croûte. Mais nous n'allons pas attendre, essayons de comprendre les informations dont nous disposons déjà. Alors, par quoi allons-nous commencer? Regardons de plus près Europe, car c'est elle qui est souvent considérée dans la recherche de vie extraterrestre. Les astrobiologistes et les astrophysiciens sont pratiquement certains qu'il existe un océan sous la glace d'Europe. Fait paradoxal, l'océan mondial reste encore partiellement étudié. Nous ne savons pas avec certitude quelle forme de vie habite, par exemple la fosse des Mariannes, mais nous sommes certains que même dans les sources géothermiques qui offrent des conditions extrêmement extrêmes, il existe des habitants permanents. Des écosystèmes bactériens entiers ont été découverts, des bactéries chimiosynthétiques qui n'ont pas besoin de dépendre de l'énergie du soleil car elles se nourrissent grâce au processus d'oxydation de l'hydrogène et du sulfure d'hydrogène qui se produit dans ces sources. De là, les scientifiques ont conclu que la vie pourrait également se développer dans les océans hypothétiques d'Europe, de Callisto ou de Ganymède. Comment les chercheurs imaginent-ils l'océan sous-glaciaire d'Europe ? Il est tout à fait possible que ces caractéristiques ressemblent vaguement à celles du lac Vostok en Antarctique, où, sous une couche de glace de 4 km, se trouve une grande quantité d'eau douce, sursaturée en oxygène et réchauffée par des sources géothermiques. Il est intéressant de noter que la pression dans ce lac atteint environ 300 atmosphères, mais les scientifiques se sont convaincus que des micro-organismes ont très bien pu s'adapter à de telles conditions extrêmes. Pourquoi ne pas supposer que la vie puisse aussi émerger dans l'océan d'Europe et pas uniquement sous forme bactérienne? Pendant tout ce temps, des organismes plus complexes auraient très bien pu évoluer. Cependant, la surface d'Europe est absolument morte, il y fait extrêmement froid, jusqu'à moins 200 degrés Celsius, et on n'y voit que d'étranges bandes, des crêtes et des pics montagneux composés principalement de glace. D'ailleurs, la désintégration radioactive aide même potentiellement au développement de la vie dans ce sens,
car elles réchauffent l'intérieur de la planète, tout comme le font les déformations dues aux marées. Merci à Jupiter tout proche. Les scientifiques ont également conclu que l'océan d'Europe pourrait abriter non seulement une vie anaérobie, existant sans accès à l'oxygène, mais aussi des organismes aérobies, comme des poissons. En effet, l'oxygène pénètre dans l'océan lors des processus tectoniques qui déplacent les plaques de glace ou lorsqu'un astéroïde s'écrase à la surface et brise la glace. D'ailleurs, l'un des éléments prouvant la présence d'un océan sous la glace d'Europe est l'existence de geysers qui projettent d'énormes jets de vapeur d'eau. Le plan d'eau est sans doute 2 fois plus vaste que l'océan mondial terrestre, avec une profondeur de 100 km. Bien sûr, tout cela reste des suppositions basées sur des indices indirects, donc nous pourrions être déçus. L'océan d'Europe pourrait s'avérer trop froid et dépourvu de vie, ou rempli de quelque chose de corrosif, et mortellement dangereux. Par exemple, il pourrait contenir une trop grande concentration de neige, c'est-à-dire d'acide sulfurique résultant de l'oxydation de l'intérieur du satellite par l'oxygène. Mais qu'en est-il de Callisto? Est-elle envisagée comme une base potentielle pour le développement de la vie? Non seulement elle est envisagée, mais on considère aussi cet objet comme potentiellement colonisable. Cela ne concerne que la formation d'organismes simples comme les bactéries. Les conditions sur Callisto sont moins favorables que sur Europe et Ganymède. La désintégration radioactive est la seule source de chaleur car les forces de marée ne réchauffent pas l'intérieur, contrairement à Europe. Cela ne suffit pas à permettre l'apparition d'une vie microbienne. On suppose aussi qu'un océan d'eau salée et d'ammoniac, profond de 300 km, se trouve sous la croûte de Callisto, épaisse de 150 km. Il existe un autre obstacle qui pousse les scientifiques à douter de la présence de toute forme de vie dans ce vaste réservoir d'eau. En effet, lors de la formation de toute forme de vie, il est très souhaitable que l'eau entre en contact avec des roches solides, ce qui permet son enrichissement en oligo-éléments essentiels. Malheureusement, sur Callisto, la situation est différente. Son intérieur est principalement composé de glace soumise à une pression incroyable. Pourquoi Callisto est-elle envisagée comme un objet de colonisation au même titre que Mars? Le satellite est en dehors de la ceinture de radiation d'Europe. En tout cas, il peut servir de base pour le traitement et la production de carburant, ainsi que de point de départ pour les navettes qui iront vers des destinations plus lointaines. La stabilité géologique de Callisto, à cet égard, constitue un avantage supplémentaire. Et enfin, Ganymède, pourquoi figure-t-il sur la liste des objets susceptibles d'abriter une vie extraterrestre? Ce satellite ressemble le plus à une planète car il est assez grand, avec un rayon supérieur de 8% à celui de Mercure et 2 fois plus lourd que la Lune. À la surface de Ganymède, il fait incroyablement froid, moins 163 degrés Celsius, mais ses profondeurs peuvent être fortement réchauffées par la désintégration nucléaire. D'où tenons-nous cette information? Elle a été fournie par la sonde Galileo. Selon ses recherches, Ganymède possède un océan salé sous une croûte de glace de 200 km d'épaisseur. On pense que ce réservoir est stratifié et qu'il contient plusieurs types de glace dont la formation n'est possible qu'à certaines températures et pressions. Autrement dit, l'océan de Ganymède ressemble un peu à un gâteau à étages où la crème serait représentée par le liquide et les couches de pâte par des couches de glace. Ce satellite possède aussi une atmosphère, bien qu'elle soit extrêmement ténue. Il est remarquable qu'elle contienne de l'oxygène, apparu très probablement à la suite de la décomposition de la glace d'eau. Galilée a aussi détecté du dioxyde de soufre, du dioxyde de carbone et des traces de composés organiques. Il est possible qu'il soit apparu dans l'atmosphère à partir de l'océan sous-glaciaire, cependant le mécanisme exact de ce phénomène reste inconnu à ce jour. Mais que nous apportent toutes ces recherches? Pourquoi tenter de trouver une vie extraterrestre, ne serait-ce qu'au niveau des prokaryotes? Vous serez surpris, mais de nombreux scientifiques ne se demandent déjà plus si la vie existe en dehors de notre planète. Ils posent la question autrement. Quand sera-t-elle découverte? C'est peut-être une façon de se libérer du sentiment d'inconnu. Il est inconfortable de ne pas savoir quelque chose, surtout en vivant sur un immense rocher qui tourne sans cesse au milieu d'un vide infini. L'objectif officiel est de comprendre la propagation de la vie dans l'univers. De cette manière, il est possible d'étudier de façon plus dynamique et détaillée les formes de vie présentes sur Terre, ainsi que de comprendre les bases de l'évolution.
Quelles sont les questions qui restent sans réponse depuis le début de l'existence de l'humanité et qui le resteront encore pendant de nombreux millénaires? Elles sont formulées ainsi. Où se trouve la limite de l'univers? Est-il infini? Comment répondre à ces questions? La solution la plus efficace serait sûrement de partir en voyage vers l'inconnu et de vérifier personnellement si le macrocosme a des limites. Malheureusement, les technologies modernes ne permettent de le faire facilement que virtuellement. Mais nous ne manquons pas d'imagination, alors allons-y. Les vols dans l'espace lointain sont des entreprises coûteuses et dangereuses. Pour simplement quitter l'atmosphère terrestre et atteindre environ 400 km, soit le niveau de la Station spatiale internationale, il faut des années de préparation, sans parler de l'aspect technique de la question. Cependant, Jules Verne a déjà dit que ce qu'un homme imagine, un autre peut parfaitement le réaliser. Supposons donc que nous ayons une équipe immortelle ayant suivi des années d'entraînement, y compris à la résistance au stress, et aussi un vaisseau spatial capable d'atteindre au moins la 3e vitesse cosmique, afin de surmonter l'attraction du système solaire et d'en franchir les limites. La 3e vitesse cosmique vaut environ 16,6 km par seconde. Actuellement, cette vitesse est atteinte par les sondes qui quittent l'héliosphère. La navette interstellaire doit être équipée de moteurs ioniques, thermonucléaires, atomiques, à impulsion et à plasma, et peut-être aussi de voiles solaires. Pour assurer la survie des astronautes face à la forte radiation cosmique, il est nécessaire d'installer des écrans de protection et d'autres technologies de protection. Un tel vaisseau n'a pas encore été construit, mais imaginons que tout est prêt pour les vols interstellaires. Nous disposons déjà de systèmes de survie et de régulation thermique parfaits, de moyens de communication avancés, d'une source d'énergie inépuisable et d'une protection fiable contre le rayonnement fossile. Alors, comme l'a dit Yuri Gagarin, c'est parti. Nous quitterons d'abord la Terre en franchissant la ligne de Kármán, frontière conventionnelle de l'atmosphère terrestre, à 100 km d'altitude. Ensuite, nous continuerons à monter de plus en plus haut, en nous demandant sans cesse si nous survivrons à ce voyage mortellement dangereux, si nous trouverons le bord de l'univers, ou si nous sommes condamnés à errer éternellement à travers des dimensions et des vides inconnus. Au cours des dernières décennies, de nombreuses tentatives ont été faites pour quitter la Terre, s'établir en orbite et organiser des missions vers des corps célestes proches. Et nous avons accompli certains progrès dans ce domaine, mais le chemin a été difficile. Rappelez-vous la terrible catastrophe survenue en 1986 avec la navette Challenger à bord de laquelle se trouvait une enseignante ordinaire de Boston. Une erreur d'ingénierie a fait du vaisseau une bombe de plusieurs tonnes avant son départ et ses débris ainsi que l'équipage sont tombés dans l'océan Atlantique. Imaginez maintenant quel danger guette l'homme dans l'espace ouvert. La moindre force majeure ou une imprécision de conception entraînera l'échec total de la mission et la mort inévitable des personnes. Mais il est trop tard pour regretter. Nous avons déjà quitté la Terre et nous nous dirigeons vers la frontière de l'héliosphère, au-delà de la ligne de Kármán. Les astronautes ressentiront comment la gravité terrestre les laisse en apesanteur, là où les lois physiques familières deviennent floues et perdent de leur pertinence. Peu à peu, les couches de l'atmosphère terrestre s'estompent et le fond de radiation devient plus intense. Parce que nous entrons dans la ceinture de Van Allen, une zone de la magnétosphère où sont piégées des particules chargées à haute énergie offertes par le Soleil. Cette zone, mortelle pour les astronautes, mais salvatrice pour les terriens, commence à partir de 4000 km. Au-dessus de notre planète, la ceinture de radiation se termine à une altitude de 17 000 km. Les valeurs sont approximatives car les couches n'ont pas de limite claire. La navette spatiale traversera relativement rapidement cette couche et se dirigera vers la sortie de l'héliosphère, une sphère imaginaire composée du plasma du vent solaire qui protège notre système des dangers de l'espace ouvert. En route, il faudra traverser 18 millions de kilomètres. Nous verrons des corps célestes voisins, auparavant observés uniquement à travers des télescopes ou par les yeux des sondes. De Mars à Neptune, nous traverserons la ceinture d'astéroïdes située entre la planète rouge et Jupiter, où nous apprendrons à manœuvrer avec virtuosité. Et ce n'est qu'un avant-goût, car au-delà de l'orbite de Neptune, un véritable monstre nous attend. La ceinture de Kuiper est 200 fois plus massive et 20 fois plus large que celle que nous venons de traverser. Mais quelle épreuve attend les astronautes devant eux? Un échec à la surmonter pourrait signifier une fin tragique pour leur voyage.
Et c'est la frontière de l'onde de choc, au-delà de laquelle le vent solaire perd sa vitesse supersonique et se mélange à la matière interstellaire. Ce n'est qu'ici que les astronautes commencent à comprendre à quoi ils ont consenti et à prendre conscience de l'immensité et des proportions monstrueuses de l'univers. Un système dont nous ne savons presque rien. Le vent solaire qui pénètre dans l'espace interstellaire. En termes d'échelle, cela reviendrait à injecter le contenu d'une seringue ordinaire dans une piscine de la taille de Saturne. La température à la frontière de l'héliosphère est bien plus élevée qu'à la surface du Soleil, donc le choc sera assez violent. Mais supposons que les systèmes de refroidissement et de protection du vaisseau n'ont pas failli et que la navette avec les astronautes vivants a franchi cette enveloppe protectrice. D'ailleurs, sans l'héliosphère, la vie sur Terre n'aurait probablement pas vu le jour à cause de l'exposition directe aux rayons cosmiques. Et ensuite, une obscurité totale à travers laquelle le vaisseau se déplacera pendant environ 3 siècles. Peut-être que les aventuriers de l'espace croiseront l'une des sondes voyagées de la fin des années 70 du siècle dernier, condamnées à errer sans but. Ensuite, il rencontrera de plus en plus de comètes, car la navette entrera dans le nuage d'Oort, une immense région située à une année-lumière du Soleil. Toutes les ceintures paraîtront faciles face à cet abîme, franchissable seulement en dépassant la sphère de Hill, limite externe du nuage d'Oort. Techniquement, les astronautes quitteront enfin le système solaire. Peut-être devrions-nous retourner, car il n'y a devant nous que ténèbres et terreurs, même dans le nuage d'Oort. En évitant les comètes et les petits corps célestes, la navette a à tout moment une certaine probabilité de périr. Si les astronautes survivent, ils verront la sphère de la Voie lactée depuis l'extérieur. Ils auront l'impression que rien de plus beau ne peut exister dans l'univers, mais c'est une illusion. Ensuite, cela devient plus intéressant. Voulez-vous que nous listions les phénomènes ou objets pouvant vous tuer en allant vers le bord de l'univers, astéroïdes, comètes, pulsars? Les principaux antagonistes dans ce monde sont les trous noirs. Même les sursauts gamma, provoqués par les noyaux actifs des étoiles à neutrons, leur sont largement inférieurs. Au centre de la Voie lactée réside justement un tel monstre qui porte le nom de Sagittaire. Et ce trou noir est le cœur de notre amas d'étoiles, composé de 400 milliards d'astres. Sa masse équivaut à 4 millions de soleils et sa taille est comparable à celle de tout le système solaire. Que faire si les astronautes, tout comme Matthew McConaughey dans Interstellar, sont poussés par la curiosité et veulent s'approcher du prototype de Gargantua pour l'observer de plus près? Mieux vaut chasser ces pensées dangereuses et appuyer à fond sur l'accélérateur. Rien ne garantit qu'il y ait un trou de verre caché dans la gueule d'un trou noir. Il est plus probable que, si le vaisseau n'est pas détruit par un rayonnement inimaginable, des températures extrêmement élevées finiront le travail. Personne n'est capable de prédire ce qui se passera au-delà de l'horizon des événements, ni à quoi ressemble réellement le concept de spaghettification dans la pratique. Et voilà que les astronautes se retrouvent hors de leur galaxie natale, au-delà de la Voie lactée. Le vaisseau spatial est attendu par des myriades de superamas stellaires et d'amas isolés. Lequel allons-nous rencontrer en premier? Bien sûr, la galaxie d'Andromède, car c'est notre voisine la plus proche, avec laquelle, dans 4 milliards d'années, la Voie lactée devra fusionner. Vous trouvez que nous volons depuis trop longtemps? Peut-être pensez-vous que le bord de l'univers est déjà proche, mais vous ne vous êtes jamais autant trompé. Les objets dont il était question ne sont que de minuscules parties de groupes beaucoup plus vastes. Et la Voie lactée, Andromède, le groupe local de galaxies, ainsi que l'anomalie gravitationnelle du grand attracteur. Ce sont des composants du superamas Laniakea, d'un diamètre d'environ 520 millions d'années-lumière. En hawaïen, ce mot signifie cieux immenses. On ne pourrait pas dire mieux, ce ne sont que nos superamas. Selon les calculs des astronomes, il y a environ une centaine de telles structures à grande échelle dans un rayon d'1 milliard d'années-lumière autour de la Terre. Imaginez les vastes étendues que les astronautes devront parcourir pour trouver les frontières de l'univers. À l'intérieur des superamas, ils seront confrontés à des centaines de trous noirs absorbant tout ce qui tombe sous leur influence, à des explosions de supernovas ainsi qu'à de grandes zones vides, les vides cosmiques, d'où nous parviennent périodiquement des sons inquiétants.
Tous ces phénomènes, tout à fait ordinaires pour l'univers, peuvent facilement détruire non seulement une navette sans défense, mais aussi des galaxies entières. Quelle pensée viendra simultanément à l'esprit des astronautes à ce stade? Tout cela en valait-il vraiment la peine? L'isolement physique, le paysage monotone, l'absence de repères clairs dans l'espace et le temps, la tension psychologique, tout cela ne favorise pas l'optimisme. Ce qui sera surtout pénible pour les astronautes, c'est l'absence de leur planète à l'horizon. La prise de conscience qu'ils se trouvent incroyablement loin de chez eux peut conduire non seulement à une profonde dépression, mais aussi à des suicides. Un grain de sable dans l'immensité du cosmos, le vide absolu, l'infini, ces notions perdront leur abstraction et deviendront réalité pour les astronautes esseulés. Alors, existe-t-il une frontière où l'univers se termine? Pour répondre à cette question, il faut comprendre ce qu'est la structure globale. Nous ne pouvons observer que la métagalaxie, l'univers observable, qui commence au moment du Big Bang, une théorie à laquelle nous nous accrochons comme des naufragés à une bouée. Le diamètre de la métagalaxie atteint 93 milliards d'années-lumière et s'accroît chaque année d'une année-lumière. Autrement dit, l'horizon cosmologique s'éloigne progressivement de nous et l'univers est en expansion. Concernant les connaissances du macrocosme, les gens du XXIe siècle rappellent en cela les habitants de la Terre qui croyaient sincèrement que notre planète était un disque plat, posé sur 3 éléphants et une tortue. Cependant, pour citer Sénine, face à face, on ne voit pas le visage, on voit mieux les grandes choses à distance. Même avec de puissants télescopes, nous ne pouvons sonder les profondeurs de l'univers, ni en voir les véritables limites. À quoi l'univers peut-il ressembler? Peut-être qu'elle est cyclique et qu'après la mort thermique, elle renaît à nouveau grâce à un nouveau Big Bang, ou bien elle est constituée de milliards de sphères, chacune régie par ses propres lois physiques. Peut-être qu'en ce moment même, nous sommes à un pas de la frontière d'un monde parallèle que nous sommes incapables de comprendre. Les théories sont innombrables. Des années d'observation montrent que la matière et la substance sont réparties de manière relativement uniforme dans l'univers, ce qui permet de conclure que le macrocosme pourrait être infini. Mais dans ce cas, qu'attendent les astronautes qui décident de partir à la recherche de ces frontières? Il y a aussi un autre aspect du problème. Et si l'univers avait la forme d'un anneau creux de Dyson ou d'un labyrinthe circulaire fermé? Quelle sera la surprise des voyageurs lorsqu'après des milliers d'années-lumière, ils reviendront au point de départ de leur trajet? Un tel fiasco n'a encore jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Pour finir, présentons un argument de poids en faveur de l'existence d'une frontière à l'univers. Si l'on suppose qu'il est infini, ce paramètre s'applique non seulement à l'espace, mais aussi au temps et au nombre d'objets. En d'autres termes, notre ciel serait constamment plus lumineux que le Soleil à cause des innombrables étoiles, mais ce n'est pas le cas. Des recherches utilisent actuellement des ondes sonores pour peut-être percer les mystères de la frontière de l'univers. De plus, après avoir mesuré les distances à peu près complètes entre les galaxies, les astronomes ont découvert que le macrocosme est asymétrique, ce qui témoigne également en faveur de l'existence d'une précieuse frontière universelle. Cependant, on peut dire avec certitude que si elle a d'une forme, alors il y a aussi une limite. On peut aussi se demander ce qu'il y a au-delà de cette limite, et si cela mérite nos efforts. Peut-être qu'il ne faut pas essayer de déranger cela? Si vous avez des idées révolutionnaires sur le sujet, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Qui sait, peut-être que la communauté scientifique y prêtera attention. Chacun de nous sait ce qu'est l'enfer. Même si aucun vivant n'y est jamais allé, comment vous le représentez-vous? Est-il possible de voir de quoi l'enfer est rempli de son vivant? Ne vous empressez pas de nier catégoriquement une telle possibilité. Regardez plutôt de près les nouvelles images de Mercure et écoutez ces sons monstrueux. N'est-ce pas là une illustration de la géhenne de feu? Existe-t-il des endroits encore plus effrayants et inhospitaliers? Mercure est sans doute la planète la plus étrange et la plus inhabituelle du système solaire. Si vous pensez que le désert d'Atacama est l'endroit le plus mortel, où il est impossible de survivre à cause de l'absence totale de pluie et des écarts de température incroyables, réfléchissez encore une fois, car après avoir découvert les conditions sur Mercure, ce coin vous paraîtra paradisiaque.
En effet, les écarts de température sur Mercure atteignent 600 degrés Celsius et sont les plus impressionnants du système solaire. Ici, la chaleur peut être brûlante, atteignant jusqu'à 450 degrés Celsius, transformant les roches en lave en fusion. Tandis que dans l'obscurité, les températures chutent jusqu'à un mortel, moins 200 degrés Celsius. Pourquoi cela se produit-il ? La planète est trop proche de notre étoile. Ce n'est toutefois pas la principale raison de ces écarts. Une différence aussi énorme est enregistrée en raison de l'absence réelle d'atmosphère. Pour la même raison, la surface de Mercure est entièrement criblée de cratères. Il n'y a tout simplement rien pour arrêter les astéroïdes et les météorites qui s'abattent sur la planète. D'ailleurs, voici à quoi ressemble l'un des cratères appelé le bassin Caloris, ou la plaine de la chaleur. Ce cratère fait 1500 km de large. Qu'est-ce qui a bien pu laisser une cicatrice aussi gigantesque à la surface de la planète ? Les scientifiques estiment qu'il y a 4 milliards d'années, lors de la formation du système solaire, un astéroïde de 100 km de diamètre a percuté Mercure. L'explosion était d'une puissance incroyable, presque monstrueuse, comme si un trillion de bombes mégatonnes avaient explosé simultanément. Les chaînes d'information terrestres auraient payé cher pour filmer un tel événement. La plaine de la chaleur n'est pas seulement le plus grand cratère de Mercure, mais aussi de tout le système solaire. Réfléchissez-y. Si on le voulait, on pourrait y loger l'État du Texas. C'est Messenger qui a étudié la plaine de la chaleur de manière assez minutieuse. Il en a précisé les dimensions, pris de nombreuses photos et découvert une formation étonnante appelée les rainures du Panthéon. Aucune autre formation du système solaire ne ressemble à ces dépressions étroites de la plaine de la chaleur. Comment sont-elles apparues à la surface de Mercure ? Il est possible que cela soit dû à l'émergence de matière à la surface, mais cette hypothèse reste très préliminaire. Au lieu d'une activité tectonique unique, comme des séismes ou du volcanisme, Mercure n'a rien à montrer. On pense que ces processus se sont achevés sur Mercure il y a environ 3,5 milliards d'années. Les sillons, larges d'environ 1 km, sont au nombre de 230. L'origine de ces fissures reste mystérieuse pour l'instant. La sonde Bepi-Colombo pourrait l'élucider. Son arrivée sur Mercure est prévue pour l'automne 2026. Parmi les nombreuses missions confiées aux sondes qui seront placées en orbite autour de la planète, la principale consiste à cartographier la surface de Mercure et à étudier son histoire géologique. En attendant, voulez-vous une observation intéressante ? Savez-vous à quel corps céleste ressemble le plus, en apparence, cette minuscule planète brûlée par le Soleil est nommée d'après le dieu romain du commerce ? Aussi étrange que cela paraisse, c'est à notre Lune. La surface de Mercure est aussi couverte de cratères, aussi morte. Et même si elle a une atmosphère, celle-ci est si ténue qu'elle est quasi inexistante. Il est remarquable que, bien que Mercure soit plus petit que les satellites galiléens, il les dépasse en masse grâce à sa densité élevée, proche de celle de la Terre. Que cela signifie-t-il ? Pas besoin d'être astronome pour répondre, il suffit d'utiliser sa logique. Très probablement, les roches de Mercure sont riches en métaux. Qui et quand a étudié cette planète ? Est-ce que nous nous fions encore aux données observées à travers des télescopes préhistoriques ? Bien sûr que non. En 1975, Mariner 10 a réalisé une séance photo de Mercure. Et de 2008 à 2015, la sonde Messenger a étudié la planète de près, terminant sa mission par un crash spectaculaire sur la surface brûlante de Mercure. Malheureusement, il était impossible d'observer cet événement épique depuis la Terre, car la station automatique s'est écrasée de l'autre côté de la planète. On pense que les débris de la sonde se trouvent de quelque part dans la région du cratère Janocek. Regardez de plus près, peut-être que vous remarquerez quelque chose. Qu'a encore découvert le messager au cours de sa longue tournée autour de cette mystérieuse planète ? Il a d'abord démystifié le mythe que Mercure n'a pas de champ magnétique, déjà confirmé par Mariner 10. La deuxième sonde a précisé ces données. En particulier, le messager a envoyé sur Terre des données montrant que le champ magnétique de Mercure varie selon les hémisphères. Il est 3 fois plus fort dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Les astrophysiciens estiment que cela est dû au passage du noyau de fer de Mercure à différents états d'agrégation. Comparé au champ magnétique terrestre, celui de Mercure paraît insignifiant, mais il est capable de diriger le plasma solaire directement à la surface de la planète et de maintenir l'activité du vent solaire. Quels autres faits sur Mercure frappent l'imagination ?
Bien sûr, c'est la vitesse de sa rotation autour de son étoile mère et la durée d'une journée sur cette planète. Ainsi, une année mercurienne dure 88 jours terrestres. Cela signifie que la planète tourne autour du Soleil à une vitesse de 180 000 km/h. En comparaison, la Terre orbite autour du Soleil à 107 000 km/h, soit plus de 2,5 millions de kilomètres parcourus chaque jour. En revanche, un jour sur Mercure équivaut à son année, un phénomène véritablement unique que les astronomes expliquent par l'effet de marée de notre étoile. D'ailleurs, malgré les conditions extrêmement défavorables sur Mercure, on pense que des dépôts de glace pourraient exister à sa surface. En tout cas, les études radar des régions situées près des pôles en témoignent clairement. Comment de la glace pourrait-elle se former à la surface brûlante de la planète ? On pense que la cause en serait les comètes, qui visitent parfois Mercure. L'eau de ces visiteurs aqueux s'évapore sous de telles températures extrêmes, mais une partie parvient tout de même à atteindre les cratères d'ombre éternels de Mercure. Dans ces lieux sombres, aucun rayon du Soleil n'a pénétré depuis des milliards d'années, ainsi la glace peut s'y conserver indéfiniment. Les cratères d'ombre éternelle se trouvent probablement dans la zone dite sombre près des pôles où, en raison des particularités de la rotation de la planète, la lumière n'atteint jamais. Savez-vous que sur Mercure, on peut même observer des miracles bibliques de ses propres yeux? Ici, on observe les effets de Josué, un personnage qui, selon les légendes religieuses, aurait un jour arrêté la course du Soleil sur Mercure. Ce miracle s'est réalisé dans la réalité. Notre étoile, dans le ciel de Mercure, se comporte de façon totalement inattendue. Au début, elle décrit un mouvement comme sur Terre, puis, juste après le lever, elle s'arrête. Cela se produit à certaines latitudes. Ensuite, elle repart en arrière et se couche exactement au même endroit où elle s'est levée. Cette période est courte mais réelle. Si nous étions à la surface de Mercure, nous n'en croirions pas nos yeux. Les caractéristiques de ce monde extrêmement étrange ne vous ont-elles pas effrayé ? Pour être honnête, elles nous inquiètent, tout comme les sons que Mercure émet. Oui, vous avez bien entendu, une piste a été générée pour caractériser la voie mercurienne. C'est quelque chose de rassurant, mais en même temps d'inquiétant et de sourd. C'est ainsi que les appareils sensibles perçoivent le son de l'atmosphère et des entrailles de la planète. C'est une sorte de mélange de bruits blancs, imitant des interférences radio, le souffle d'un monstre inconnu et des cacophonies de voix venant de l'abîme. Peut-être que ces gémissements sont ceux qu'ont entendus les employés du forage super profond de Kola avant d'arrêter les travaux. Cependant, poursuivons, par quoi d'autre le mystérieux Mercure peut-il encore surprendre le profane ? Comme mentionné précédemment, il y a plus de 420 cratères à la surface de la planète. Nous avons déjà parlé du plus grand, mais il convient également de mentionner le plus remarquable. Il s'agit du cratère Kuiper. Il n'est pas réputé pour sa taille, même si le cratère mesure 60 km de diamètre. Le cratère Kuiper, célèbre pour sa blancheur éclatante, est impossible à manquer sur Mercure, même en s'en approchant. Par exemple, l'image que vous venez de voir a été prise par Messenger à une distance de 7000 km. En fait, à l'heure actuelle, cette station orbitale détient un véritable record, car environ 280 000 images de Mercure ont été prises pendant son fonctionnement. Certaines régions n'avaient jamais été vues auparavant. De plus, Messenger s'est approché au plus près de la planète. La distance minimale d'approche était d'environ 230 km, ce qui est presque 2 fois plus proche que la Station spatiale internationale par rapport à la Terre et 100 km plus près que Mariner 10. À votre avis, peut-on survivre dans cet enfer? Ceux qui ont vu la vidéo attentivement diront sûrement non, mais ils se trompent. Vous serez surpris, mais Mercure est l'un des candidats à la terraformation ou au moins à la colonisation, même s'il n'est clairement pas en tête de liste. Parce que pour une terraformation de qualité, il faudrait d'abord déplacer l'orbite de Mercure d'environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil et aussi procéder à un bombardement d'astéroïdes de haute précision.
Une broutille, la colonisation est bien plus réaliste. En fait, Mercure contiendrait, semble-t-il, une énorme quantité de ressources précieuses, en particulier de l'hélium-3 et divers métaux. Ainsi, la planète pourrait devenir un point de transit pour l'envoi de navettes dans l'espace lointain. Les scientifiques pensent que coloniser Mercure pourrait ressembler à celle de la Lune. Les gisements de glace au pôle sont aussi un atout important pour la colonisation et la terraformation de la planète. Et le champ magnétique est capable d'offrir une bonne protection contre les radiations solaires. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de défaut dans ce schéma. Prenez la durée infinie d'une journée et la complexité du vol vers Mercure, il faudra presque autant de ressources et d'énergie que pour aller sur Pluton. Je me demande si les plans annoncés sont réalisables et combien de millénaires cela prendra-t-il. Il est sans doute temps d'arrêter de rêver avant que notre imagination ne nous emporte plus loin. Et vous, dans les commentaires, vous pouvez continuer à discuter de la façon de dompter Mercure et de ce que cela pourrait donner